Nous sommes au Massenhall de Malmö, en Suède, en 1996, pour la finale de la Coupe Davis. Après avoir battu l'Allemagne en quart de finale et l'Italie en demi-finale, l'équipe de France rencontre la Suède. À l'issue des 4 premiers matchs, le score est de 2-2. Tous les espoirs de l'équipe de France reposent donc sur les épaules de Arnaud Böttch, qui joue le dernier simple face à Nicolas Sculti. Décisif dans cette finale de la Coupe Davis 1996 entre Arnaud Böttch d'un côté, le Français, qui a fait un très bon match face à Thomas Enqvist, même s'il a perdu. Il a prouvé qu'il était en pleine forme et il va affronter le remplaçant de Stefan Edberg, puisque Stefan Edberg n'a pas pu tenir sa place. Il est toujours handicapé par sa cheville. Son remplaçant, c'est Niklas Sculti. Mais voici la présentation d'Arnaud Böttch. 27 ans, 1m83, 76 kg, 33e à l'heure actuelle au classement mondial. Et son rapport victoire-défaite en cette année 96, 30 victoires pour 27 défaites. Un rapport victoire-défaite qu'il a énormément amélioré après son 8e de finale à l'US Open, parce qu'avant, ce n'était pas très reluisant. Le voici, Niklas Sculti. Alors, comme Thomas Enqvist, il vient de Stockholm. Comme Thomas Enqvist, il est très grand, 1m91. C'est un joueur très puissant, mais il n'a pas du tout le même palmarès que Thomas Enqvist. C'est pour ça qu'on accorde une bonne chance à Arnaud Böttch dans ce match décisif qui va se jouer sur les nerfs de toute façon. Il va falloir jouer au tennis, c'est évident, mais il va falloir gérer cette pression terrible pour remporter peut-être le saladier d'argent. 25 ans pour Sculti. Il habite à Monte-Carlo depuis quelques années. 1m90. Ah, je vous ai menti, j'ai dit 1m91. Il a perdu 1 cm sur la fiche. 64e au classement mondial. Et vous voyez son rapport victoire-défaite cette saison. Peu de matchs, 15 victoires pour 16 défaites. Sculti qui avait commencé très vite, qui a été un joueur sur lequel on misait beaucoup, qui a été numéro 1 mondial chez les juniors il n'y a pas si longtemps, c'était en 1989, mais qui n'a pas confirmé, qui a quand même fait, attention, un quart de finale à Roland-Garros en 92. On s'en souvient, il avait perdu face à Henri Lecomte, le vengeur masqué, en 5-7, alors que Sculti menait 2-7-0. Ça, c'était 2 ans et demi après ses débuts en tant que joueur professionnel. Après, il a eu du mal en fait à confirmer. Il a eu le petit souci de choisir entre une carrière véritablement de joueur de simple ou de double, puisqu'il est redoutable en double. Vous voyez que sur leur confrontation passée tous les deux, et bien que c'est Arnaud Böttch qui mène, il n'a jamais perdu face à Niklas Sculti. Il n'a même jamais perdu un set, mais la dernière fois, vous le voyez, c'était il y a très longtemps, en 1991. Donc plus beaucoup de références aujourd'hui, 5 ans plus tard pratiquement. Et puis en plus, on ne va pas retenir cet avantage du côté d'Arnaud Böttch, puisque souvenez-vous que face à Furlan en demi-finale, Böttch aussi n'avait jamais perdu contre l'Italien et puis finalement il s'était incliné. Donc on va l'oublier très vite. Mike Morisset, l'arbitre de ce match. Un match très important. La France a été à un petit set de gagner ses Coupes Davis. Mais Thomas Enqvist, encore une fois, a été exceptionnel pour finalement remporter le 4e simple. Face à Cédric Pioline, en 5 manches, 9-7 au 5e set. Ça s'est joué à quelques petits détails. On va voir ce qui va se passer sur cette rencontre. On ne sait pas trop où on est tennistiquement Sculti au niveau du simple. Vous avez vu 15 victoires pour 16 défaites. Depuis sa victoire au tournoi de Halle, c'est-à-dire le 23 juin dernier, il y a quand même 5 mois de cela, eh bien Niklas Sculti n'a gagné qu'un match pour 8 défaites. Et le seul match qu'il a gagné, c'était à Stockholm, il y a 3 semaines de cela, face à Stefan Edberg. Sinon, il a perdu tous ses matchs. Avant sa victoire à Halle en sortant des qualifications, quand même, il faut le souligner, sur gazon, où il a battu Kafelnikov en finale. Il a été finaliste à Atlanta, 3e tour à l'Open d'Australie. Et voici Stefan Edberg, justement, qui en est malade de ne pouvoir défendre les couleurs de son pays, mais il ne peut pas faire autrement. Sa carrière de joueur de tennis professionnel est terminée. Il a passé le flambeau à Niklas Sculti, et ce n'est pas facile.
On ne reverra plus Stéphane Edberg sur un court de tennis. Quel dommage. Et on voit ici Tony Pickard à droite de l'écran, en grande discussion, qui fut l'entraîneur qui a amené Stéphane Edberg au plus haut niveau, qui lui a permis de remporter 6 tournois du Grand Chelem, entre autres. Le voici, Tony Pickard. Encore quelques petites minutes d'échauffement avant que ne débute ce match. On vous rappelle que cette confrontation finale est alléchante puisque la Suède a remporté 5 fois la Coupe Davis, a été la nation la plus incroyable dans cette compétition tout au long des années 80. Sur 7 ans, elle a toujours été au moins en finale. Impressionnant. Tout cela au cours des années 80, je le rappelle. Et la France, elle, de son côté, a gagné 7 fois la Coupe Davis. Mais la France, c'était à l'époque des mousquetaires, qu'elle était vraiment quasiment invincible, puisqu'elle s'était imposée 6 fois consécutivement de 1927 à 1932. Pendant 9 ans, d'ailleurs, elle a été en finale grâce aux mousquetaires. Après, pendant pratiquement 50 ans, jamais la France n'a réussi à briller à nouveau dans cette compétition. Jusqu'à 1982, défaite en finale contre les Américains. Et puis en 91, victoire. Toujours face aux États-Unis, à Lyon. Qui va s'imposer? On a 2 grandes nations du tennis en Coupe Davis. Ces dernières années, la Suède a été très très impressionnante. Mais Kulti a une pression incroyable sur les épaules. Est-ce qu'il va réussir à gérer ça? Début de ce match, le dernier. Il est décisif. Kulti est au service. Ouais, c'est bien de remporter ce premier point. Il a un petit peu le même jeu que Thomas Enqvist, Niklas Kulti, mais il fait un tout petit peu moins bien. Mais il est puissant. Très costaud. La preuve. Oh, quel premier jeu de Niklas Kulti. Solide, concentré, un jeu à 0. Avec des conditions psychologiques très particulières, Jean-Paul, pour les 2 joueurs. Car si Arnaud Butch savait qu'il allait jouer, c'est absolument certain ce qui le concerne, mais il a fallu aussi attendre très longtemps dans les vestiaires. Et il a dû vivre, sans doute par procuration, le match de Cédric Pioline. Pour Niklas Kulti, c'est aussi difficile dans la mesure où je pense que c'est ce matin que le capitaine suédois lui a annoncé qu'il allait remplacer Stéphane Edberg. Et il a dû donc se préparer en conséquence, pallier à la blessure de Stéphane qui malheureusement, eh bien, en a carrière, tout du moins pour les matchs officiels. Il aura été donc battu en Coupe Davis par Cédric Pioline. Donc tout ça est compliqué. Oui, il a quand même dû se préparer depuis vendredi car à la sortie du cours, Stéphane avait fait savoir à certains de ses copains, le voilà, Stéphane Edberg, toujours présent, encourageant son jeune coéquipier, lui qui a joué 48 rencontres de Coupe Davis, qui en a gagné 4 avec ses coéquipiers,
qui a joué d'autres finales. 3. Il a fait partie des 3, oui, pardon. Il a joué des finales, donc un énorme joueur de tennis, mais un énorme joueur de Coupe Davis, qui encourage ceux qui, pour lui, à sa place, vont essayer de remporter la Coupe cette année. Alors, les conditions psychologiques finalement ne sont pas mauvaises pour Kulti, car du coup c'est lui qui joue en challenger, il n'a strictement rien à perdre, il sait que personne ne lui en voudra, il a affaire à quelqu'un qui est présumé plus fort que lui sur le niveau moyen de l'année et sur les résultats acquis, donc il va jouer en performance. Et pour lui c'est tout bon, en plus il est chez lui en Suède, alors que Arnaud il joue pour le match de la victoire ou de la défaite. A priori, il n'a pas le droit de le perdre parce qu'il est le meilleur sur le court en moyenne de jeu. Donc c'est un peu de pression sur lui. Mais aussi, s'il gagne, c'est pour lui l'histoire du sport qu'il retiendra. D'hésitation dans la frappe d'Arnaud. Il est resté sur une double faute. Là, sur le côté revers, son point fort, il a du mal à centrer la balle. Il faut se décontracter. On le voit d'ailleurs au fond du court bouger beaucoup avant de servir pour se relâcher un peu. Ça fait du bien ce premier ace pour le Français et les spectateurs qui reviennent remplir tout doucement les gradins, car eux aussi ont eu besoin de souffler un peu. Voilà, j'espère que maintenant bien, le match est bien parti et que ces deux-là pourront dominer leur émotion. Un rebond très vicieux là dans ce service. 30-0.
carrément, Coulty. Et là, il a obligé effectivement Arnaud à se retrouver dans une situation difficile pour tirer un passing. Voilà, il est dans le court. Et il suit. 40-0. C'était un peu long. Madame Nora qui est revenue dans les gradins pour encourager Arnaud qui en aura besoin. Grosse première balle pour terminer ce troisième jeu. Et voilà Coulty qui mène 2-1 face à Arnaud Butch. Arnaud qui se retrouve avec le poids de la responsabilité du point décisif à défendre. Effectivement, une carrière superbe pour un garçon qui a été détecté très tôt, très talentueux dès le plus jeune âge. Sa première grande victoire, c'était en minime. Au tournoi du team à Sainte-Geneviève-des-Bois, un tournoi qui va commencer le 16 décembre prochain. Et depuis, eh bien, il a gagné 3 tournois dans sa carrière. 3 tournois sur le circuit ATP. Arnaud Butch qui s'est imposé à Toulouse, à Rosemalen. Et Toulouse, c'était en 2 occasions d'ailleurs. Et cette année, il a eu une année un petit peu chaotique dans la mesure où ça avait plutôt bien commencé. Et entre Roland Garros et l'US Open, ça a été difficile. 7 tournois et une seule victoire, simplement, c'était aux Jeux Olympiques. Ça n'a pas été vraiment un cœur de saison très intéressant pour Arnaud Butch qui s'est bien relancé, comme souvent d'ailleurs, en fin de saison. Il a un tracé très très curieux pour ce qui est des résultats. Le plus souvent, il est très performant sur les fins de saison, août, septembre, octobre, novembre. Et il a beaucoup de mal en début d'année et au milieu de celle-ci. Souhaitons que son meilleur moment arrive aujourd'hui. Et voilà. Il a été donc finaliste à Lyon et il a réussi un chef-d'œuvre à Bercy en battant Chang 6-1, 6-3. Même s'il est resté au stade des quarts de finale par la suite. Même Lionel, qui pour l'instant il touche quelquefois le cadre, je le sens mieux frapper la balle avec plus de conviction, plus d'entrain que l'autre jour contre Enquist. Ce n'est pas tout à fait le même adversaire, certes, mais il est puissant aussi. Excellent retour sur un excellent service. Qui lui dit bouge, vas-y bouge. Nick sent la crispation dans les jambes et dans le bras du Français pour l'instant. Oui, bien. Oh, elle est sur la ligne, monsieur le juge. Ah oui. Il a besoin de quelques points comme cela, Arnaud Butch, pour lancer complètement la machine. Coulty, c'est vrai, était monté sur une balle un petit peu courte. Il partait de loin aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Arnaud a trouvé ce passing sans problème en coup droit. Surtout à un moment où il est mené 30 sur son service. Oui, il avait besoin.
un peu violent. Beaucoup de risques. On ne peut pas frapper plus fort que ceux qu'on a essayé de faire Kulti. La balle a voyagé 50 cm trop loin au-delà de la ligne. C'est bien pour Arnaud. 30 Oui, une double faute qui vient cette fois dans un moment difficile, un moment délicat. Alors là, c'est une première balle de break qui est offerte ainsi aux Suédois. Ah oui, c'est contre-pied, formidable. C'est là qu'il retrouve sa meilleure frappe de revers. Celui, Lionel, que vous aimez beaucoup, celui que vous cherchez à imiter à l'entraînement. Il y a du boulot là. Et que vous réussissez de temps en temps. Oui, mais pas aussi bien. Avantage pour le Français. Ace. Et jeu pour la France, 2 jeux partout. Et bien, il a eu un petit peu peur là, Arnaud. Il a fallu qu'il défende une balle de break. Eric Debucker au centre qui s'occupe d'Arnaud Butch plus particulièrement depuis quelques mois. Avant, vous savez, Arnaud Butch travaillait avec Stéphane Oberer, qui est également l'entraîneur de Marc Rosset. Frappe bien la balle quand même, Arnaud. Là, il n'a pas encore eu énormément de réussite parce qu'il n'était pas tout à fait dans le coup, pas déchargé de la tension, mais je crois que ça va aller. Un peu dehors. Beaucoup de risques chez Nikos Kulti. C'est son type de jeu. Quand ça rentre, c'est très dangereux. Quand ça rate, eh bien, ça donne des points relativement faciles à gagner. Il a mis tout ce qu'il fallait là sur cette balle, Kulti. On va la voir. Bien, oui. Bien joué, Kulti. On l'a vu hier, excellent double, là, ça a été lui le meilleur et c'est sans doute aussi pour cela qu'il a été sélectionné en simple. Ça a été le plus solide que Björkman. Et là, les réflexes du double ont bien servi. Il fait une balle amortie un peu juste. un peu emprunté. Un peu débutant. Ah ouais. Ace derrière.
Ouais, c'est bien fait là aussi pour Niklas Kulti qui continue de faire la course en tête dans ce premier set. Mais voilà qui mène 3 jeux à 2 avec les encouragements de Stefan Edberg. Et Anders Jarry qui est à côté de lui, l'homme avec les petites lunettes. 2 retraités du tennis, ils vont s'arrêter ces deux-là en même temps. Et on va dire aussi peut-être, Jean-Paul, que le problème essentiel pour Arnaud Butch, et on le sait depuis le début de sa carrière, ça va être de gérer son côté émotif. C'est un garçon qui fonctionne beaucoup à l'émotion. Et on l'avait vu samedi, il était un petit peu inquiet en arrivant ici à l'entraînement parce qu'il avait pris 3-7 face à Nkoui. C'était difficile à digérer. Il avait dit qu'il avait vraiment très mal dormi, il avait du mal à s'endormir. Puis quand il est arrivé à l'entraînement, il ne touchait pas bien la balle, il n'avait pas beaucoup de sensations. Et toute l'équipe de France commençait un petit peu à s'inquiéter. Puis l'a encouragé, il dit écoute Arnaud, tu te remets sur les rails maintenant quand on a besoin de toi. Donc oublie ce qui s'est passé au maximum et joue ton tennis habituel. Et il a fini l'entraînement dans d'autres dispositions en tapant bien la balle. Ça a rassuré tout le monde. Heureusement. Heureusement. Mais je crois qu'on a fourbi une tactique qui est embêtante pour Arnaud, car Stefan Edberg qui a battu Arnaud 10 fois pour Arnaud, et comme on le sait tous, un volleyeur. Et c'est à la volée qu'il l'a battu toujours. Donc Kulti monte et ça doit être un mot d'ordre, je pense. Voilà, ça arrive au bon moment, ce troisième ace.